On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une autre des émissions de l'antenne qui s'appelle Coulisses Bêta avec son réalisateur, monteur et caméraman Stéphane Caron. Mais d'abord, il est né à Saint-Alexandre. Il est un entrepreneur dans l'âme depuis les 12 à 13 dernières années avec la fondation de Prival. Prival qui se spécialise entre autres dans la géolocalisation et la sécurité. Vous savez que la technologie n'a pas vraiment de limite et encore là, il y a des besoins. Et il faut souvent faire la distinction entre un gadget inutile et un gadget très utile. Or, vous l'avez probablement vu dans l'actualité de la dernière année, le cas notamment de Trois-Rivières où un bébé a été kidnappé en pleine pouponnière à l'hôpital, mais on peut pousser la réflexion plus loin que ça. Il peut y avoir également des personnes âgées, personnes en perte d'autonomie ou avec des problèmes cognitifs, où on peut avoir également besoin d'avoir une forme de traçabilité de ces personnes-là. Il y a une entreprise qui s'appelle le Prival, qui est bien sûr fondée par un Joannais qui s'appelle Hugo Hamel. Bonsoir. Bonsoir. Prival, ça existe depuis combien de temps? Ça va faire 13 ans au mois de mai. Mais à la base, quel était le fondement même de l'entreprise? Bien, Prival, on est une entreprise spécialisée en infrastructure informatique. Donc, de la sécurité, de la réseautique, des réseaux sans fil, du stockage, ces choses-là. Donc, quand on a fondé, c'était principalement ce qu'on faisait. Donc, on a commencé à faire beaucoup de sans fil directement dans les premières années, avant que ça soit même très connu. Bon. Et d'ailleurs, et pour ceux qui l'ont peut-être vu dans l'article du Canada français de jeudi dernier, là, on pouvait voir un article dans le cahier Affaires où là, vous êtes maintenant dans la tendance de la géolocalisation, les fameux GPS en question, mais qui pourrait permettre, bon, on parlait des bébés ou des personnes âgées, d'avoir une forme de trace, là, de suivi de ces personnes. Bien, exactement. C'est seulement des émetteurs sans fil qui sont tout petits, qui sont environ de 2 cm par 2 cm, qui vont s'installer soit sur des équipements ou sur des patients. Puis même que pour des bébés, il y a des tags qui sont encore plus petits. On appelle ça des tags, les petits devices. Et une fois qu'on a mis ça sur un équipement, bien, on est capable de le tracer. C'est la même chose pour un bébé, pour la même chose pour un patient ou un médecin. On sait qu'on trouve un petit peu ça Big Brother quand on parle de la technologie au départ, mais il faut comprendre qu'il y a un besoin en arrière de ça. Dans le cas des bébés, bien, c'est pour prévenir les enlèvements de bébés. On sait que ça fait sursauter un petit peu quand on en parle, puis ça fait déjà plusieurs années, nous, qu'on présente ces projets-là. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très populaire. Il y a 1,2 million de bébés qui sont présentement déjà tagués avec ce genre de tag-là. C'est une technologie que ça fait déjà 15 ans qu'il existe, mais auparavant, ce n'était pas sur du Wi-Fi. C'était sur du RF traditionnel, donc un petit peu comme votre téléphone à la maison fonctionne sur du RF. Ils s'éloignent de la base, puis ils vont voir une distance selon la base. Maintenant, ça peut fonctionner sur un réseau sans fil qui est le même que le monde peut servir pour l'Internet, pour le data et pour tous les autres équipements médicaux. C'est dans le fond à partir des réseaux cellulaires? Non, c'est pas sur les réseaux cellulaires, c'est vraiment sur le réseau Wi-Fi de l'hôpital. Donc, on a une antenne qui est du Wi-Fi, qui va vous fournir le service Internet aux différents équipements, aux ordinateurs de bureau, qui vont leur permettre de se connecter aussi à leur centrale, à leur serveur de courrier, à leur serveur de base de données, leur application financière, et ainsi de suite. Le même réseau sans fil peut aussi servir à la traçabilité des équipements et des patients. Mais dans un système de Wi-Fi. Dans un système de Wi-Fi, exactement. Est-ce que cette géolocalisation-là pourrait aussi éventuellement fonctionner, disons, sur la rue à partir de systèmes cellulaires? C'est un autre processus pour que ça fonctionne. Donc, ça va fonctionner selon des GPS. Le problème présentement de ces devices-là, aujourd'hui, c'est les batteries. Si vous avez un système de GPS pour un auto, mettons, que vous transportez, qui fonctionne à batterie, mais vous allez voir que la batterie ne dure pas très longtemps. C'est des très grosses batteries en général. Donc, pour porter ça après nous, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Mais nous, on est à l'affût de ces technologies-là parce que oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être très en demande bientôt. Là. À la limite, ça ressemble un peu même à certains bracelets électroniques qu'on peut mettre à des détenus qui sont en probation. On leur installe ça, mais évidemment, c'est assez gros et probablement qu'il y a un enjeu de piles là aussi. Dans le cas de celui que vous avez parlé tantôt pour les bébés, là, quoi, c'est assez petit. Là, oui, c'est à peu près la grosseur d'une pièce d'un dollar. Et ça a une autonomie de combien de temps? Elle a une autonomie de 32 jours. En général, donc, le bébé reste à peu près 3-4 jours à l'hôpital. C'est des tags qui sont rechargeables. Fait que donc, à l'intérieur de la zone d'obstétrie, dépendant des zones, ils vont avoir le tag. Si quelqu'un tire sur le bracelet, si quelqu'un essaie de couper le bracelet, il va y avoir des alertes qui vont être envoyées. Si le bébé arrive proche d'une porte, la porte va barrer. Ou si la porte est déjà ouverte puis il passe, bien là, ça va envoyer une alerte générale à l'intérieur de l'hôpital. Comme je mentionnais, c'est arrivé oui, on a eu l'enlèvement à Trois-Rivières, la fameuse enlèvement. Et ensuite de ça, il y a eu à Gatineau où des journalistes ont essayé de faire la même chose. Oui, je sais, il y a des reportages. Et qui ont réussi.
C'est sûr qu'on n'est pas habitué de voir ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis je pense que le ministre Barrette, d'ailleurs, avait mis un budget exprès pour ça, pour les hôpitaux, justement parce que c'est quand même une menace qui est là. Bon. Ici, au Québec ou au Canada, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme la vôtre qui est dans ce domaine-là ou vous êtes assez précurseur là-dedans ou assez unique? On est assez précurseur. Le produit qu'on déploie fait partie d'une multinationale. C'est un produit qui est de Stanley Black & Decker. Donc, Stanley a une grosse division qui s'appelle Stanley Healthcare, donc dans le domaine de la santé. C'est juste que pour faire ce genre de déploiement-là, il y a besoin de beaucoup d'expertise. Il faut comprendre le workflow de l'hôpital, il faut comprendre par où les enfants vont passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et ainsi de suite. Mais il faut aussi comprendre le réseau sans fil, le besoin, c'est quoi les interférences, c'est quoi ces choses-là. Donc, cette année, ils vont prendre certains joueurs par territoire seulement, et on a beaucoup, beaucoup de formations à faire dans ces cas-là aussi. Dans le fond, et avec, oui, les événements de Trois-Rivières ou le test des journalistes à Gatineau, j'ai comme l'impression que ça risque de devenir quasi implanté et obligatoire dans les institutions de santé. Bien, il faut comprendre que ce système-là, c'est une petite partie d'un tout. C'est la même installation qu'on va se servir, par exemple, pour mettre des tags dans des frigos puis avoir nos rapports de température. Donc, à chaque 15 minutes, ça va nous donner un rapport sur la température. Ça va tout gérer dans des logs. C'est la même chose pour retrouver nos pompes à perfusion, par exemple, qui vont servir pour injecter les médicaments ou les solutés à l'intérieur du bras. Bien, ces pompes-là sont difficiles à retrouver à l'intérieur d'un hôpital. Puis si tu en as acheté, un exemple, 600, mais tu en as acheté 200 par année, si tu as de maintenance sur les 200 premières, les retrouver dans l'hôpital, c'est déjà une job, mais retrouver les 200 qui viennent de la même année, c'est encore plus une job. Donc, en ayant des tags sur ces équipements-là, on est capable de créer un rapport, de dire voici sont où, puis sont localisés où présentement. On est capable de tout trouver ça. Les taux de garde, par exemple, si on veut que les gardiens, on veut savoir où ils ont passé pour être certain qu'ils ont passé aux bonnes zones puis que tout est sécurisé, on est capable de faire ça aussi avec ça. Aviez-vous déjà fait des tests ou des pilotes ou certains établissements qui déjà se sont procurés vos équipements? Oui, on a déjà plus d'une dizaine d'installations de fait au Québec et en Ontario. On en a un qui est quand même un petit peu un flagship qu'on va appeler là, une résidence de personnes âgées en Estrie à Cleveland. Eux utilisent ça même comme un système de pelle de garde. Donc, les résidents ont chacun un bracelet. Tout le monde, ils ont 205 résidents. Et ils ont aussi un petit bouton d'appel sur le bracelet. Ce que ça permet, c'est ils ont un grand jardin thérapeutique à l'arrière, avec un lac, ils ont toutes sortes de choses. Puis quand le patient va sur le bord du lac, bien, au lieu que l'infirmière aille voir aux 15 minutes, savoir s'il va le revenir, bien, ils font juste dire, appuyez sur votre bouton quand vous allez être prêt, puis ils vont les chercher. Même chose si on a un problème, notre bouton de garde d'appel qu'on a normalement sur le bord du lit, bien, si vous avez ce problème-là à la cafétéria ou dans la chambre d'un ami, il peut y avoir différentes solutions, situations où vous en avez besoin. On est loin là, de la sonnette avec la petite corde. Là. Puis encore, faut-il être à côté de la corde quand on a un problème? Là? C'est ça, exactement. Bien, cette corde-là est encore légale. Légalement, c'est encore obligatoire. On est un petit peu archaïque dans cette partie-là, si vous me demandez mon opinion, mais je veux dire, dans les hôpitaux, ce système-là est encore obligatoire. Dans les résidences de personnes âgées, les portions sans fil sont beaucoup plus pratiques. Mais même à la limite, bon, peut-être on dirait quelqu'un qui est un peu control freak, là, mais quelqu'un dans sa propre maison qui a l'Internet puis le Wi-Fi pourrait avoir un système similaire pour certains besoins particuliers. Là. Pour retrouver une manette, pour retrouver quelque chose, oui. Le chat, peu importe. Le chien. Exactement. Le chien s'est sauvé. Oui, c'est ça. Faut pas qu'il soit trop loin du Wi-Fi, on va essayer de le retrouver, oui. Mais c'est ça. Donc, ça pourrait aussi, même dans certains cas, arriver à des besoins domestiques. Ça va arriver à des besoins domestiques. Ah ouais? Ça va arriver aussi dans des besoins d'entreprise. La prochaine grosse chose dans l'Internet, on va appeler ça le IoT, Internet of Things. Donc, les objets. Il y a de plus en plus d'objets qui s'en vont être connectés, que ce soit des fourchettes, que ce soit des souliers, que ce soit des ceintures. Les objets s'en viennent de plus en plus connectés sur Internet pour nous rapporter certaines données. Tu sais, la fourchette, je mentionnais, bien, ça va calculer la vitesse qu'on mange, puis la quantité, puis les choses comme ça. Plus qu'il va y avoir de devices, plus qu'il va y avoir de besoins, puis plus qu'il va y avoir de besoins pour ramasser des données avec ça. Mais à la limite, ça ressemble même au fameux système qu'on a implanté là, dans les commerces pour le vol à l'étalage, là, avec les gros tags qu'on met après les vêtements, puis quand on passe à la porte, ça se met à sonner. Là. C'est exactement la même chose. Ces tags-là, on appelle ça des tags passifs. C'est des tags RFID passifs. Dans notre cas, en RTLS, Real Time Location System, c'est des tags actifs. Nous, la différence, c'est qu'il y a un émetteur pour le sans-fil. Donc, s'il y a quelque chose sur la table là, puis qui ne bouge pas pendant une semaine, on est capable de savoir qu'il est là quand même. Dans le cas du passif, il faut qu'il ait passé devant un des exciters pour pouvoir le savoir c'est où. Là, j'imagine, évidemment, qu'avec l'arrivée de cette technologie, les besoins également futurs, je présume que
tout cet aspect chez Prival de la géolocalisation, de la sécurité, doit prendre quand même une ampleur quand même assez importante là, au sein de l'entreprise. Je ne sais pas, parce que vous avez d'autres volets dans l'entreprise, mais j'ai comme l'impression que ça prend de la place. Oui, bien, on a 3 volets principaux dans l'entreprise, puis on segmente assez bien ça. On a la partie infrastructure informatique, on a un outil de gestion de réseau qui s'appelle Bless, qui est une autre partie, puis on a la portion géolocalisation qui devient comme une 3e partie de l'entreprise. La portion géolocalisation, présentement, c'est sûr que ça prend beaucoup d'espace, ça monte. Et il y a beaucoup de projets de construction de nouveaux hôpitaux au Canada présentement. Et ces hôpitaux-là, dans le projet de construction, la géolocalisation est incluse. Donc, ils vont retracer différents types d'équipements, puis ça peut même à les chaises roulantes, puis les civières, puis ces choses-là, pour savoir il est où le brancardier, pour savoir, pour rendre ça le plus efficace possible. Si on regarde même sur Internet avec ces outils-là, ils vont faire tout le workflow de l'hôpital. Ils sont capables de dire c'est où que ça ralentit à l'intérieur d'un hôpital. Tu sais, si tu arrives, tu donnes ta carte, ils vont te donner un bracelet. Ils vont savoir combien de temps que tu es dans la salle d'attente, combien de temps tu es dans la salle de triage, combien de temps tu es dans la salle de triage tout seul, après ça, combien de temps avant qu'elle soit nettoyée, et ainsi de suite. Puis si tu ramasses toutes ces données-là à la fin de l'année, tu es capable de faire des statistiques puis de voir comment améliorer tes processus. Qu'est-ce qui fait que Hugo Hamel s'est ramassé chez Prival? C'est un drôle d'adon. J'étais ce qu'on appelle un sales engineer, un consultant à données chez Sprint Canada auparavant. Et je me suis levé un matin puis je trouvais que le niveau d'expertise qu'on apportait n'était pas connu à l'intérieur des différents clients qu'on avait. Puis j'ai juste décidé de partir à mon compte à ce moment-là en disant je vais aller aider certaines entreprises ou à développer au niveau du réseau. J'avais une bonne connaissance. Puis on a grossi de bouche à oreille. On n'a jamais vraiment fait de publicité jusqu'à dans les dernières années. Puis je dirais, il y a 4-5 ans, ce qu'on voulait, c'était juste faire des services professionnels. On est encore une shop qui est très, très technique. Chez nous, les gens ont 4 heures de formation obligatoire par semaine. Ce qu'on veut, c'est connaître ce qui se passe toujours puis que ce soit toujours au dernier cri. Et là, vous êtes rendu à combien d'employés? On est une vingtaine d'employés présentement. Principalement à Montréal. On a un employé aussi dans notre bureau à Ottawa. Puis on regarde aussi pour grossir vers l'ouest, mais toujours en restant dans le pays. Et là, vous êtes basé principalement à Brossard, c'est ça? À Brossard, présentement, oui, dans le coin du quartier 10-30. Bien, Hugo Hamel, merci beaucoup. Félicitations pour l'expertise, pour ce nouveau volet de la géolocalisation. Je pense que ça fait très 2015 et probablement, en tout cas, c'est un bon filon pour l'avenir, je présume. Je l'espère bien. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de coulisses bêta. Parmi les émissions ici même à l'antenne de la télévision du Richelieu, il y a celle que vous regardez en ce moment, ericlatour.com, il y a Sport Express, il y a aussi l'émission sur le Conseil de ville qu'on appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a aussi à l'antenne une émission qui porte sur le processus artistique. On en discute avec son caméraman, réalisateur, monteur, bref, homme à tout faire, Stéphane Caron. Oui, l'homme orchestre. L'homme orchestre, l'homme pieuvre. Oui. Mais c'est un peu ça, dans le fond, parce que c'est une émission un peu, j'essaie de trouver le bon terme, mais un peu mystérieuse, de par un peu les plans de coupe, les plans de caméra, la musique. Même, évidemment, on est dans le processus artistique, là, mais c'est un peu ça, Coulisses Bêta. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. J'aime mettre de la musique, que l'émission soit nourrie de musique énormément, tu sais, puis... c'est une musique un peu expérimentale, si je peux dire. Ouais. Bon. Comment le projet de Coulisses Bêta a pris naissance? Là? Parce qu'on est rendu à combien d'émissions à peu près? Tu veux dire au total, le nombre d'émissions ou de saisons? Ou les deux?
On a à peu près, je dirais, 25 émissions de faites à peu près. Depuis quoi, 2-3 ans à peu près? Oui. Bon. On est passé de quoi à quoi dans les 25, là, sans toutes les nommer, là? Dans le type d'invité, Ouais, tu le faisais? type d'invité, le type de sujet qu'on a traité ou le type d'art qu'on a abordé aussi. Ben, on a fait de la musique, on a fait beaucoup de musique, on a fait des artistes peintres, je dirais en grosse partie, c'est des artistes peintres, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la région, c'est plus facile à avoir des contacts avec eux. Et puis en plus, ben, c'est des gens qui sont souvent disponibles le jour, parce que être artiste, souvent, ça implique d'avoir un job de jour, tu sais. C'est pas tellement rémunérateur comme tel. Ça fait que les artistes peintres, eux, sont plus accessibles. Mais on a fait un peu de danse, vraiment pas beaucoup. Puis j'essaie de suivre toutes les disciplines artistiques. Donc, il y a du théâtre. Il y a eu du théâtre. Il y a eu le TGP, le Théâtre de Grand Prix, qui a été bien impliqué dans... Puis là, cette année, justement, je vais aller avec le Théâtre du Bahut. Bon. Entre autres. Quelques noms, peut-être juste pour que les gens puissent saisir un peu quelques noms là, d'invités que tu as reçus, là. Bien, Comme exemple. Dans le passé, Oui. dans le passé, ben, j'ai eu Robin Grenon, j'ai eu Gisèle Guibard, j'ai eu qui sont des harpistes remarquables là, de la région. J'ai eu, bien sûr, comme je disais, le Théâtre de Grand Prix. J'ai eu Gilles Gemme en invité, que vous venez juste d'avoir. Yeah. Et puis, j'ai eu... Roger Alexandre. Oui, j'ai les eu musiciens Roger. aussi. Oui, j'ai eu, bien sûr, Mario Hébert. Mario Hébert, oui. Qui est vraiment un musicien remarquable. Là. Mais pour faire ce genre d'émission-là, il faut, à la base, aimer l'art et aimer les artistes. Oui, définitivement. Qu'est-ce qui te fait triper au niveau des artistes eux-mêmes? Quand tu vas dans leur intimité, tu discutes avec eux, tu vois leur atelier, leur endroit, là où ils travaillent. Parce que c'est un peu ça, l'émission, hein? C'est pas en studio ici, là. C'est vraiment tourné en extérieur. Oui, c'est toujours... Qu'est-ce qui te fascine chez les artistes? Mais c'est-à-dire que, d'une part, il y a beaucoup de gens qui pensent que les artistes sont des gens prétentieux. Puis un des buts de l'émission, c'est d'essayer de démystifier ces personnalités-là qui sont très sensibles, qui sont extrêmement sympathiques, qui contribuent à notre quotidien. T'sais, on ne réalise pas, mais on entend de la musique à la radio, on voit des images, on voit des comédiens, on voit... ça nous entoure, les arts. Là. Notre culture nous entoure là, au quotidien. Puis, je veux les artistes, c'est quoi les artistes? C'est des gens qui sont parfois un peu naïfs, un peu insécures dans l'âme. Ils ne veulent pas tous nécessairement chercher la gloire à tout prix puis la visibilité. Et des fois, ils sont un peu dans l'ombre aussi. Oui, effectivement, c'est ce qui se produit avec les artistes peintres souvent. Les artistes peintres ont décidé d'utiliser la peinture pour pouvoir s'exprimer. Donc, ils ont une espèce de crainte face à la caméra. C'est ça, quand tu arrives avec un micro et une caméra, là, ça les déstabilise un peu. Là. Un peu, oui, c'est ça. Ça fait que souvent, ils ne veulent pas s'impliquer dans l'émission. Il y a des gens, entre autres, que je ne peux pas nommer, mais que ça fait plusieurs années qu'on essaye d'avoir comme invité. Il y a un refus catégorique. Mais c'est juste parce qu'ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise devant une caméra. Mais moi, j'essaie de leur expliquer que c'est vraiment fait avec amitié, amour et... Mais en même temps, la façon dont l'émission est tournée, il n'y a pas vraiment d'animateur. Non. L'intervieweur, c'est un peu toi, mais on ne t'entend pas vraiment, ou très peu. Oui. C'est-à-dire que j'utilise un type d'interview où je lance des questions et on doit reprendre la question dans la réponse pour essayer d'éliminer le plus possible mon intervention, ma voix, si tu veux. Donc, le focus, c'est beaucoup sur l'artiste lui-même. Oui. Qui, tout au cours de l'émission, dans le fond, se dévoile, se raconte, parle de son processus artistique, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ses peurs, de ses craintes. Oui, tout à fait. Et c'est sûr que cette année, on essaie de développer un autre angle un peu. Je change un peu ma direction, dans le sens que dans le passé, on écoutait justement les artistes se raconter. Et puis, cette année, on
on s'implique avec eux, on fait quelque chose, on crée quelque chose ensemble. Entre autres, j'ai une performance de Roger Alexandre et de Robin Grenon qui vont jouer. Robin va faire de la musique, bien sûr, pendant que Roger va peindre, puis ils s'inspirent mutuellement, et puis ça va être une performance exclusive pour Coulisses Beta. Ah ouais? Ça va être en tournage bientôt? Oui, entre autres, on va le tourner lundi. Pour être présenté quelque part? En janvier. Quelque part en janvier. Janvier, février. En même temps, c'est des émissions qui ne vieillissent pas beaucoup parce qu'on est un peu dans l'intemporel. Oui. Hein? C'est ça, hein? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de saison comme telle. C'est même... C'est parce que les émissions sont diffusées pendant un certain temps. Sur des très longues périodes. Ouais. Sur des très longues périodes. Ça fait que c'est la première chose. Il faut que j'élimine tout ce qui pourrait dater l'émission. Fait que je ne peux pas parler de vernissage qui se tient à telle date ou ce genre de promo-là qui, dans 3 ans, ça marcherait plus. C'est pas une émission de plug. Oui, exactement. Comme l'aurait dit si bien Jean-Pierre Coallier à l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce que ça implique comme tournage? Parce que, bon, là, tu te déplaces. Il faut probablement que tu prennes contact avec l'artiste auparavant. Puis là, tu te déplaces avec ta caméra, la sonorisation, l'éclairage, là, toute la portion du tournage. Mais après ça, tu reviens ici. Puis là, il faut que... Faire le montage. Il faut faire le montage de tout ça, qui est en soi une œuvre, si on veut. Hein? Je trouve ça flatteur que tu me dises ça. Non, mais c'est vrai, parce que les artistes, c'est un peu ça qu'ils font. Là. Ils font de la peinture, ils font de la musique. Mais toi, après ça, c'est une forme d'art aussi de tout rassembler ça pour que ça donne le résultat que tu veux une fois en pour essayer d'être à la hauteur de leur talent, finalement, quelque part. C'est un échange à ce moment-là. Moi, j'essaie de donner mon maximum, puis eux autres, ils font la même chose, dans le fond. Quand tu es en période de montage, est-ce qu'il y a là aussi une forme d'essai-erreur? Est-ce que tu essaies des trucs, puis là, tu te dis, ah non, si je fais ça, ça va créer une diversion, puis là, le focus sera plus sur l'artiste. Il y a un dosage là-dedans? C'est sûr qu'il y a une espèce de forme de recherche, effectivement, d'un artiste à l'autre, d'une émission à l'autre. J'essaie que ça soit différent. Souvent, la musique m'arrive, c'est de la musique originale, mais c'est remixé à chaque émission pour arriver avec une teinte différente à chaque émission. C'est quoi le plus beau commentaire qu'on t'a fait sur Coulisses Beta? Venant des artistes que j'étais à l'écoute. Oui, à l'écoute. Je pense que c'est ça qu'on me dit. Que j'étais à l'écoute, puis que les artistes, ils n'ont pas vraiment d'exposition dans les grands médias. C'est vrai. À part, c'est plate à dire, mais à part Coulisses Beta, là, ça devient une plug. Mais ils sont pas... T'as le droit, t'as le droit. J'ai le droit. Mais il n'y a pas vraiment de grands réseaux qui s'intéressent à eux. Il y a un peu je te dirais, les musiciens, peut-être un peu. Les comédiens, c'est ceux qui sont engagés pour faire des émissions de télé, mais on n'essaye pas vraiment de... En fait, en télé, c'est plus les émissions de variété, là. Oui. Mais qui sont souvent aussi des émissions momentanées de plug, un peu, comme on dit, là. À moins d'être peut-être à Art TV puis à certaines émissions. Mais les arts visuels ne sont pas suivis du tout là, dans les grands réseaux. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui apprécient la démarche de Coulisses Beta. Qui sont les prochains artistes qu'on va voir à l'antenne dans les prochaines semaines? Cette année, ça va aller vraiment dans tous sens, là, je te dirais. J'ai Marie-Ève Foupard qui est violoniste, puis j'ai un Ben Metal. Un Ben Metal? Oui, c'est ça. Et puis j'ai encore Bianca. Puis, comme je disais tantôt, Bianca Potvin, qui est une très bonne comédienne, mais c'est une comédienne qui est obligée d'exercer un métier pour faire vivre ses enfants. Là, tout à fait. C'est que j'essaie de montrer l'humain là, qui se cache en arrière de personnes comme ça. Bon. Coulisses Beta, évidemment, l'émission se retrouve ici même en ondes à la télévision du Richelieu. Également, à partir du site Internet, on peut la regarder. Oui. C'est en même temps dans un... C'est même mieux. C'est même...
C'est même mieux sur le site. Chut, on va pas le dire. Mais en fait, c'est mieux. Oui, on va le dire. On va ouvrir une parenthèse. Là. C'est qu'en fait, évidemment, l'émission est tournée en HD. Donc, quelqu'un qui la regarde dans un format YouTube HD aura évidemment une meilleure qualité que si elle le regarde au 0,9. Mais ça, c'est une question de temps. Oui. Hein, parce que même l'émission que vous regardez va être bientôt enregistrée en HD. Puis peut-être que dans 6 mois, un an, on va être diffusé en HD. Coulisses bêta aussi. Oui. Fait que là, ça va être aussi beau de la regarder dans la TV. Mais il va falloir y regarder. Oui, là, ça va être aussi beau. Puis il va falloir recommencer à partir des premiers épisodes là, à ce moment-là, parce que ça va. Je pense qu'on va découvrir d'autres choses. Là. Il y a comme une dimension dans la HD. Donc, tu es en train de dire à la direction ici qu'on va devoir rediffuser tous les coulisses bêta depuis le début lorsqu'on va diffuser HD. Effectivement. Bon, la commande est passée. C'est une plug, ça. Oui, ça, c'est une plug. Et c'est bien de dire que Stéphane est un homme orchestre. Parce qu'au-delà de son petit côté artistique avec Coulisses Bêta, il est aussi le caméraman attitré aux séances du conseil municipal. Oui. Ça, c'est un petit peu plus terre-à-terre, par exemple. Oui, mais j'ai appris des affaires quand même. Tu as même appris qu'on pouvait expulser un citoyen à la dernière assemblée. C'était chouette, hein? Je présume. C'est pour le caméraman que tu es. C'est sûr que moi, la violence, j'aime pas ça, là. Mais ça fait de la bonne télé. Oui, ça fait de la bonne télé, qu'on m'a dit. Ouais, c'est sûr. Stéphane Caron, merci beaucoup, puis bonne chance avec Coulisses Bêta. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'événement annuel organisé par les courses gourmandes change de nom pour devenir désormais le Marathon des érables, événement qui va se tenir le 30 avril 2016 à Mont-Saint-Grégoire. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Rappel aussi du télé-bingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter des livrets. Et un rappel également de mon adresse courriel, ericlatour en un mot, @tvhr9.com pour me joindre. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.